Aujourd'hui, c'est jeudi matin en Israël et cela fait 24 heures que le cessez-le-feu est en vigueur dans la guerre contre l'Iran. Mais écoutons ce que le président Trump avait à dire à tous ceux qui étaient inquiets à ce sujet, pensant que c'est la fin de la guerre et qu'aucun résultat n'a été obtenu. Tous les navires, avions et personnels militaires américains avec des munitions supplémentaires, des armes et tout autre équipement approprié et nécessaire pour cela. La poursuite létale et la destruction d'un ennemi déjà considérablement affaibli resteront en place en Iran et autour de l'Iran jusqu'à ce que l'accord réel conclu soit pleinement respecté. Si, pour une raison quelconque, cela n'est pas respecté, ce qui est hautement improbable, alors les tirs reprendront plus massifs, plus efficaces et plus puissants que tout ce que quiconque a jamais vu auparavant. Cela a été convenu il y a longtemps. Et malgré toute la fausse rhétorique prétendant le contraire, aucune arme nucléaire, et le détroit d'Ormuz sera ouvert et sûr. En attendant, notre grande armée se prépare et se repose, attendant avec impatience sa prochaine conquête. L'Amérique est de retour. Alors, Marc, On dirait que le président Trump dit ici « Écoutez, nous pensons que nous sommes en train de parvenir à un accord, mais vous savez quoi? Si l'Iran ne respecte pas chaque détail de cet accord ou de l'accord conclu dans les 2 semaines, nous reviendrons à la charge. » donc Trump dit bien que nous faisons une pause. 2 semaines si les Iraniens, de son point de vue, négocient sérieusement. En d'autres termes, s'ils acceptent de faire de sérieuses concessions, s'ils acceptent de mettre fin à l'enrichissement, ils acceptent que la matière déjà enrichie en Iran soit sortie du pays, qu'ils limiteront leur programme nucléaire. Et c'est ce qu'il a souligné. Il y a aussi la question des missiles balistiques et des groupes supplétifs, mais ils acceptent d'apporter d'importants changements. Il ajoute que le cessez-le-feu peut se poursuivre. Mais s'ils ne le font pas, nous sommes, vous savez, armés et prêts, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à repartir. Nos forces sont toujours là. Ils se reposent actuellement, mais dès mon ordre, ils seront prêts. Donc, en gros, il dit, soit on obtient l'accord qu'on veut, ce dont le monde a besoin, soit on retourne à la guerre. Et la question est, et c'est une question ouverte, est-ce que le régime iranien, les ayatollahs, les gardiens de la révolution, les gens qui dirigent l'Iran sont prêts maintenant parce qu'ils ont été tellement frappés ces 40 derniers jours à faire des concessions qu'ils n'étaient pas prêts à faire jusqu'à présent? Et ça, c'est une question ouverte. Permettez-moi de le dire ainsi. Le problème avec tout cela, ce que vous dites, vont-ils être d'accord? Vont-ils tenir leur... Bien sûr que non. Les régimes islamistes ne respectent rien. La question est là, et c'est pourquoi certaines personnes sont devenues nerveuses. Des partisans de la guerre sont devenus nerveux lorsque le président Trump a déclaré qu'il y avait déjà eu un changement de régime et que nous négocions avec le nouveau pouvoir. Maintenant, le peuple iranien n'est pas d'accord avec cela, et il a bien raison. Si vous voulez appeler les derniers les gardiens de la révolution et les milices Basij, ceux qui n'ont pas été tués par les forces américaines et israéliennes, si vous voulez appeler ça un changement de régime, allez-y. Ce sont des gens qui disent qu'il faut augmenter les exécutions des manifestants ou de ceux qui ont protesté dans le passé. C'est très mauvais pour le peuple iranien. Nous devons cesser de prétendre que les Iraniens sont d'accord, c'est le régime. On ignore même qui le dirige, seul un président faible est connu. Nous connaissons le chef du Parlement qui négocie. Le fait est que ce sont des gens mauvais et qu'ils ne vont rien respecter. La seule question est, vont-ils réussir à tromper Donald Trump? Maintenant, nous savons qu'il ne trompe pas Benjamin Netanyahou, mais il va se conformer aux États-Unis, et c'est normal. Et Dieu merci, nous devons soulever un point vraiment crucial, celui-ci. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, toutes les voix anti-israéliennes et la gauche en Israël, ainsi que les démocrates, le régime iranien et les soi-disant négociateurs pakistanais, sont tous sortis pour dire que le Liban devait être inclus dans ce cessez-le-feu. En d'autres termes, qu'Israël devait arrêter de combattre le Hezbollah, et devinez quoi, c'était un énorme mensonge. Et Israël continue de combattre le Hezbollah. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis calmée, car au début, je croyais aussi que nous allions devoir arrêter de combattre le Hezbollah au Liban. Tu aurais d'abord dû lire la déclaration de Netanyahou.
Dès que le cessez-le-feu a été déclaré par Trump, Netanyahou a publié une déclaration et il a dit, tu sais, qu'il soutient le président Trump. Et puis, oui, il a parlé d'une cessation temporaire de l'action offensive contre l'Iran et il a dit, mais l'opération au Liban continue. Et je l'ai cru. Et hier, nous avons bombardé très lourdement des cibles du Hezbollah au Liban. Et les Iraniens manœuvrent. Oui, ils veulent, vous savez, ils acceptent quelque chose et ils se rétractent immédiatement. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Oui, je trouve positif que les États-Unis restent fermes et disent non, car le Liban n'était pas inclus dans l'accord. Si vous commencez à modifier l'accord maintenant et ne respectez pas le cessez-le-feu convenu, cela pose problème. Et rien n'a été convenu pour qu'Israël doive cesser ses opérations au Liban. Il y a eu une déclaration du vice-président Vance qui, comme vous l'avez dit, dirige l'équipe de négociation au Pakistan. Il a dit qu'Israël avait accepté de ne rien faire au Liban qui pourrait, vous savez, compromettre ou perturber les négociations. Mais je te rappelle, Ruti, qu'avant la guerre, tu sais, Israël agissait déjà contre des cibles du Hezbollah au Liban avant que la guerre n'éclate. Et il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas continuer à le faire. Et je pense aussi qu'au cours des dernières semaines, nous avons pris le contrôle d'une grande partie du sud du Liban. Nous pouvons rester là-bas. Personne ne demande le retrait d'Israël et Israël peut consolider sa position là où nous sommes. Je pense qu'il y a probablement plus ou moins, vous savez, des règles d'engagement auxquelles, vous savez, Israël peut se conformer et nous aider à faire ce que nous devons faire. Le fait demeure que je pense que la pression sur le Hezbollah doit continuer. Le Hezbollah doit continuer à subir la pression. Quand il essaie de relever la tête, pour ainsi dire, nous devrions pouvoir le frapper. Et c'est ce qui s'est passé, encore une fois, avant la guerre. Cela devrait se produire maintenant. La chose la plus importante, c'est ce qui se passe avec l'Iran parce que c'est le plus gros enjeu, parce que cela va aussi influencer ce qui se passe au Liban. Ruti, si nous obtenons un bon résultat avec l'Iran, alors cela affecte immédiatement le Hezbollah et le Liban, parce que sans le soutien iranien, le Hezbollah n'est rien. Eh bien, c'est vrai, mais prenons juste un peu de recul un instant. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ou ont la mémoire courte qu'en fait Israël avait signé un accord de cessez-le-feu avec le Liban et le Hezbollah. En d'autres termes, selon cet accord de cessez-le-feu, le gouvernement et l'armée libanais devaient contenir le Hezbollah parce que les Israéliens qui vivent dans le nord d'Israël n'ont pas de vie. D'accord? Ils sont constamment bombardés par des attaques de drones et des tirs de missiles venant du Liban. Et nous avons signé cet accord qui a été immédiatement violé, et pas seulement violé parce que le gouvernement libanais est non seulement faible face au Hezbollah, mais en plus, il est aussi hostile à Israël. Je sais que nous avons passé toutes ces années à dire que nous n'avons aucun problème avec le Liban, que c'est seulement le Hezbollah. Eh bien, remettons les choses au clair ici. Tout d'abord, ce n'est pas seulement de la faiblesse. Le Liban a eu le culot de nous attaquer parce que nous continuons à nous défendre alors qu'il bombarde le nord d'Israël et que les Israéliens là-bas n'ont même pas le temps de se rendre à un abri anti-bombe. Tu comprends? La seconde où un missile est tiré depuis le Liban, les Israéliens doivent déjà vivre dans leurs abris anti-bombe. Ils n'ont pas le temps d'y arriver. Et le nord est détruit. Les gens sont, je dois le dire, très résilients et tout ça, mais leurs entreprises sont endommagées. Et ça dure maintenant, en gros, depuis la guerre du 7 octobre. Je veux dire, Hezbollah est entré le 8 octobre 2023 et même après qu'un cessez-le-feu ait été signé avec le Liban, ils ont continué à être agressifs. Et puis nous avons dit, c'est fini d'être gentils. Voilà, d'accord. Nous ne pouvons pas avoir d'accord de cessez-le-feu. Ça veut dire que nous cessons et qu'ils tirent. Mais aussi, j'aimerais souligner que le gouvernement libanais a dit, d'accord, nous expulsons l'ambassadeur iranien du Liban. Et l'ambassadeur iranien a répondu, non, désolé, je ne pars pas. Et ils ont laissé faire. Donc, ils ne peuvent même pas expulser l'ambassadeur iranien. Ils parlent au président Trump. Eux, je veux dire le gouvernement libanais, quel qu'il soit, essayent de persuader le président Trump qu'ils sont de ce côté-là de cet axe. Et pourtant, ils ne font rien pour empêcher les tirs du Hezbollah. Et ce qu'ils font quand Israël se défend contre ces sanguinaires supplétifs iraniens, c'est qu'ils nous attaquent. Le Liban dit que c'est notre faute. Donc, je n'ai absolument aucune sympathie pour le Liban à ce stade. Je ne veux pas entendre cette déclaration. Eh bien, nous n'avons aucun problème avec le Liban. Oui, nous avons bien un problème avec le Liban. Donc mon attitude est un peu différente.
Je suis d'accord avec toi à 100%. Le gouvernement libanais est faible. Ils n'ont même pas pu expulser l'ambassadeur iranien alors que le président, le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre du Liban l'exigeaient. Ils n'ont pas appliqué la décision. Et c'était, c'était une démonstration claire de leur impuissance. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont aussi affirmé que, selon l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise s'était engagée à faire sortir le Hezbollah de tout le sud du Liban. Et on ne leur dira pas, eh bien, comment dit-on déjà? Israël découvre tous ses membres du Hezbollah juste à notre frontière, et ils ont en fait reconstitué une partie de leur puissance depuis la dernière série de combats, et cela s'est produit sous le nez du gouvernement libanais sans que le gouvernement libanais ne fasse quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc il est clair que le gouvernement libanais est faible. Et donc tu peux me dire, Marc Regev, tu peux dire que rien n'a changé. Tu ne peux faire confiance à personne. Je dirais qu'il y a toujours aussi quelque chose qui a changé parce que tu as vu des propos du gouvernement libanais que tu n'avais jamais vus auparavant. Le fait qu'il voulait expulser l'ambassadeur iranien du Liban, on n'avait jamais vu ça auparavant. Le fait qu'ils ont déclaré que les gardiens de la révolution iraniens qui étaient au Liban devaient tous partir et qu'ils étaient illégaux, on n'avait jamais vu ça auparavant. Ils ont déclaré que pour la première fois, ils tiennent des propos très forts sur la branche militaire du Hezbollah, mais sans aller jusqu'au bout. Mais il est clair pour moi qu'Israël a des amis potentiels au Liban, la communauté chrétienne, la communauté musulmane sunnite, la communauté druze. Maintenant, leur problème, c'est qu'ils s'inquiètent du fait que le Hezbollah possède toujours les armes et qu'ils ne veulent pas les affronter. Donc, je dirais que je n'aime pas leur rhétorique quand ils critiquent d'Israël, oui, mais je dirais, d'un point de vue diplomatique et réaliste, que ces personnes seraient très heureuses de voir leur pays débarrassé du Hezbollah et qu'elles ne peuvent pas le faire seules. Donc, alors qu'Israël continue d'agir contre le Hezbollah et de réduire les capacités militaires du Hezbollah, et parallèlement, à mesure que nous enregistrerons des succès face à l'Iran, l'Iran ne sera pas en position d'aider le Hezbollah à se réarmer une fois que tout cela sera terminé. En résumé, une fois affaiblis, ils ne pourront plus reconstruire leurs capacités. Je pense que cela crée de meilleures perspectives pour l'avenir. Je n'ai aucun doute que la majorité des habitants du Liban aimeraient vivre en paix avec Israël. Et nous le voyons réellement. On le constate chez les personnes qui suivent les réseaux sociaux libanais, pas seulement dans la communauté chrétienne, bien au-delà de la communauté chrétienne. Ils comprennent que le Hezbollah a transformé le Liban en un État défaillant, alors qu'autrefois, vous savez, Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. Donc je dis que je ne me fais aucune illusion, d'accord? Nous devons affaiblir le Hezbollah. Il est clair que le gouvernement libanais ne veut pas et est incapable de le faire, n'est-ce pas? Donc, en affaiblissant le Hezbollah, nous allons aider à créer une nouvelle situation. Comme tu dis, nous n'avons rien contre le peuple iranien. Notre problème, c'est le régime que nous voulons voir tomber. Et ensuite, nous aurons une excellente relation. Je pense que la même chose peut s'appliquer au Liban. Il faut changer la réalité militaire à l'intérieur du Liban. Tu désarmes le Hezbollah, cela permet à d'autres choses de se produire. Eh bien, je suis d'accord, mais vous savez, la différence entre l'Iran et le Liban est la suivante. Oui, je dis que nous faisons une distinction entre le peuple iranien et le régime iranien. Ici, je parle du gouvernement libanais. Je ne parlais pas du peuple libanais. Le gouvernement libanais inclut le Hezbollah. Et devine qui vote pour eux? Devine qui, toutes ces années, les a élus au Parlement? Je dis que si un pays ne peut pas le contrôler, tu vois, dans ce cas, ce n'est pas comme l'Iran. Le régime en Iran terrorisait le peuple. Ici, tu as un gouvernement qui refuse d'affronter les terroristes. Maintenant, tu peux dire qu'ils sont faibles. Je me fiche qu'ils soient faibles. S'ils sont faibles, qu'ils nous demandent simplement de l'aide. Nous serions ravis de le faire, qu'ils ne nous attaquent pas, ni verbalement, ni d'aucune autre manière. C'est ce que je dis. Je trouve épouvantable que le gouvernement libanais ose dire le moindre mot négatif sur Israël dans ces circonstances. Vous dites, la réalpolitik, ils devraient faire l'éloge d'Israël. Oui, vous avez raison. Il y a des communautés chrétiennes. Il y a des communautés au Liban qui aimeraient avoir la paix avec Israël. Et je parle maintenant de ce gouvernement. C'est une honte. Et voilà la chose. Nous comprenons enfin qu'après toutes ces années, avec ce qui nous est arrivé le 7 octobre à Gaza, nous ne pouvons pas laisser cela se produire au nord, du côté du Liban. Et cela menaçait d'arriver parce que nous avions aussi cette idée, allez, d'accord, on peut tolérer un peu de tir de roquettes. Nous pouvons tolérer ceci et cela, mais plus maintenant.
Et apparemment, d'ailleurs, selon toutes sortes de rapports concernant cette opération clandestine d'hier au Liban, ce n'était pas une opération clandestine. Je veux dire, nous avons apparemment éliminé des centaines de terroristes et d'agents du Hezbollah. Mais ce qui était apparemment clandestin, c'est ce qui entoure cette opération. Certains disent que c'est l'équivalent de l'opération des beepers, où tous ces beepers se sont déclenchés et ont grièvement blessé de nombreux terroristes du Hezbollah en même temps. Apparemment, nous le saurons plus tard aujourd'hui. Je ne sais pas. Apparemment, il y aura une conférence de presse ce soir pour en parler un peu. Mais parlons un instant maintenant des hypocrites. Pas seulement ceux comme moi qui sont inquiets pour un cessez-le-feu, car nous doutons que cela fonctionne, et bien sûr, cela échouera. Cela ne fonctionnera pas avec ces animaux. Nous sommes sceptiques à l'idée de reprendre la guerre. Une fois que vous arrêtez pendant 2 semaines, allez-vous vraiment reprendre? Donc, mais ça, c'est un groupe de sceptiques. Maintenant, parlons des hypocrites. Donc je réponds simplement, je veux dire avant qu'on continue, je voulais dire quelque chose à propos du Liban. Il y a eu des combats en 2024, vous savez, nous avons mené l'opération des beepers, nous avons éliminé un Nasrallah et cela a créé une situation au Liban. Nous avons frappé le Hezbollah et ce gouvernement, dont vous êtes très critique au Liban, a été le premier gouvernement élu depuis des décennies qui n'a pas été approuvé par le Hezbollah. Ils n'étaient pas contents de ce nouveau président au Liban, du nouveau premier ministre, n'est-ce pas? Et donc, une fois de plus, il se trame quelque chose au Liban. Nous devons être fermes. Nous devons défendre nos propres intérêts. Nous devons nous assurer, vous savez, que le Sud est libre du Hezbollah. Tout cela est vrai, mais en veillant sur nous-mêmes, je pense que nous créons une dynamique qui peut aussi être bénéfique pour le Liban. C'est ce que je dis. Et regardez, c'est vrai qu'hier, nous avons eu 3 roquettes. Je crois que c'était sur Israël. Et on peut regarder ces 3 roquettes et dire que 3 roquettes, c'est déjà trop. Et bien sûr, c'est exact. Mais qu'avons-nous fait depuis le 7 octobre? Ils ne sont plus les troupes de choc du Hezbollah, ce sont des soldats d'assaut, les forces Radwan, juste à notre frontière. Il y avait toujours la peur qu'ils fassent ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'ils traversent la frontière, tuent et massacrent notre peuple. Ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus le faire. Ils utilisaient aussi des tirs de mortier et des armes anti-chars contre les communautés du Nord, n'est-ce pas? Ils ne peuvent plus le faire maintenant. Ils ont été repoussés, non? Dire que les menaces sur le nord d'Israël n'ont pas été réduites est faux. Cela a été fait et continue. Le travail n'est pas terminé, je l'admets. Dire que les dynamiques sont positives et qu'il faut aller jusqu'au bout. Sur votre question du cessez-le-feu et des hypocrites, d'accord? Et je l'ai dit, je crois, dans mes remarques introductives, vous savez, les mêmes personnes qui n'aimaient pas la guerre au départ critiquent ensuite Netanyahou et Trump parce que, vous savez, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, n'est-ce pas? Vous savez, ils essaient de jouer sur les 2 tableaux. Je veux parler aux gens de droite. Comme tu l'as dit, ta première réaction a été l'inquiétude. Mais après 2 semaines, tout le monde se réjouit du cessez-le-feu. Si on aime le calme, qu'il n'y a pas de bombes la nuit sur Israël, que les Américains sont satisfaits et que cela continue ainsi même quand les Iraniens jouent avec nous, d'accord? Je ne suis pas sûr que Trump puisse faire ça. Je ne suis pas sûr qu'il n'obtienne pas quelque chose de solide sur le nucléaire. Je ne crois pas à un accord avec l'Iran. Et comme il l'a dit, prêt à tirer, il est prêt. Les forces restent présentes. Les Iraniens savent quelle souffrance l'Amérique et Israël peuvent leur infliger. Donc il y a une chance, n'est-ce pas, qu'ils acceptent un accord. Et s'ils ne le font pas, je pense qu'on retournera au combat. Chacun comprendra que l'Iran n'était pas sérieux dans les négociations qu'il doit mener. Mais je dirais aussi que si quelqu'un me dit, vous savez, cet accord, vous savez, rien n'a changé. Ils ont seulement accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz et même là, ils posent des problèmes. Oui, et au final, vous savez, ce sont les meilleurs négociateurs. Au final, il ne se passera rien, et ainsi de suite. Je veux vous donner le pire scénario possible. Et le pire scénario, c'est que l'Amérique ne retourne pas au combat. Israël donc ne peut pas agir seul contre l'Iran. Et nous avons cette impasse qui se prolonge. Et puis rien n'a changé. Et les critiques diront, et ce régime iranien est maintenant plus engagé que jamais dans un programme extrême parce que, comme certains critiques le disent, nous avons tué le dirigeant le plus modéré, ce que je pense être des absurdités, n'est-ce pas? Comment pourrait-il l'être? On se dit, tu as raison. Mais je dirais ceci, d'accord? Supposons que rien d'autre ne se passe, d'accord?
Ce que je ne pense pas être vrai. Je pense que Trump ne peut pas permettre cela, qu'il ne se passe rien. Il doit y avoir du mouvement, un mouvement sérieux sur la question nucléaire. Supposons qu'il ne se passe rien. Il faut alors se poser la question. Revenons au 27 février, la veille du déclenchement de la guerre, d'accord? Israël est-il dans une meilleure situation? L'Amérique est-elle dans une meilleure situation? Le monde est-il dans une meilleure situation? Si l'on se concentre sur ce qui a été accompli, écoutez ce qu'a dit Netanyahou hier soir. Il a, à bien des égards, repris les propos de Trump. Excusez-moi. Il a dit « Tous nos objectifs n'ont pas été atteints ». Il a affirmé qu'ils seraient atteints soit par la diplomatie, soit par davantage de forces militaires, ce qui rejoignait exactement les propos de Trump, mais formulés différemment. Je dis que si rien d'autre n'est fait, même dans le pire des cas, rien ne change. Mais je pense qu'ils agiront. Que s'est-il passé ces 40 derniers jours? Nous avons frappé encore plus fort leur programme nucléaire. Nous avons détruit la majorité de leurs capacités de missiles balistiques. Il ne leur en reste que peu. Leurs industries militaires capables de produire davantage de missiles ont été gravement détruites. Leur infrastructure nucléaire a été gravement détruite. Leur économie a été gravement détruite. Et il faut réfléchir, n'est-ce pas? Sommes-nous dans une meilleure situation qu'il y a 40 jours? Et la réponse est sans aucun doute oui. Notre ennemi le plus féroce a été en grande partie neutralisé. Pas totalement, mais en grande partie. Et je vous ai dit dans un précédent podcast, ne laissez pas la recherche de la perfection empêcher ce qui est possible. Et un point de plus. C'est un peu comme lorsque les Nations Unies ont décidé de la partition en novembre 1947, d'accord? Les Israéliens ont célébré le fait que la communauté internationale ait légitimé la création d'un État juif. Les gens ont dansé dans les rues de Tel Aviv. Certains en Israël, à l'extrême droite, refusaient de célébrer car Jérusalem et toute la patrie n'étaient pas incluses dans la résolution de partition de l'ONU. Et Ben Gourion a dit « Non, mais cela nous permet d'établir un État. Cela nous permet d'accueillir les survivants de la Shoah. Cela nous permet de commencer à construire une société souveraine. Cela nous permet de créer les forces de défense israéliennes, n'est-ce pas ?» Bien que je ne sois pas heureux que nous n'ayons pas obtenu Jérusalem, je ne suis pas heureux que nous n'ayons pas obtenu toute la terre d'Israël. Mais je suis prêt à regarder le verre à moitié plein, ce qui constitue une victoire pour moi. Et je pense que même si nous n'obtenons pas tout ce que nous voulons, obtiendrons-nous assez pour dire oui, le programme nucléaire iranien, au lieu de n'être qu'à quelques semaines, est désormais à des années d'aboutir. N'est-ce pas important? Oh, absolument. Je vous le dis, bien sûr que nous sommes mieux lotis. Le monde est mieux loti. Tout le monde est mieux loti. L'Iran, comme vous l'avez dit, a été totalement neutralisé. Mais voilà, et c'est excellent. Même si nous nous arrêtons maintenant, il n'y a plus de force aérienne, plus de marine. Ils n'ont même plus la capacité de produire un lance-missile ou un missile. Ce qui leur reste, c'est tout ce qu'ils ont. Donc, plus ils tirent, plus leur stock s'épuise en réalité. Ils n'en produisent pas davantage. Bien sûr, il y a la question de la Chine et de la Russie qui les approvisionnent. Mais c'est l'une des raisons, d'après ce que je comprends, pour lesquelles les États-Unis et Israël, l'un des objectifs militaires était de bombarder les ponts pour empêcher l'acheminement d'une aide venue de l'extérieur. Non, nous sommes dans une bien meilleure situation. J'ai été déçue au début parce que je me disais qu'on les avait exactement là où on voulait, et surtout les États-Unis. Et ce n'est pas le moment de les laisser dire « D'accord, alors on va accepter ça. » Et voici nos 10 points. Non, tu leur dis qu'ils n'ont rien à dire là-dessus. Vous ouvrez immédiatement le détroit d'Ormuz. Sinon, voici le problème avec le détroit d'Ormuz. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le président Trump avait compris que cela provoque, vous savez, une crise énergétique mondiale et tout ça. Mais il a toujours dit, l'Amérique, nous n'avons pas besoin du pétrole qui passe par là. L'Europe en a besoin. Le Japon en a besoin. Il citait tous les pays. La Russie en a besoin. La Chine en a besoin. Nous n'en avons pas besoin. Alors, où est l'OTAN? Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites au juste? Et à la fin, c'est lui qui a dû dicter à l'Iran, vous feriez mieux d'ouvrir ces détroits ou... Et puis, bien sûr, il a provoqué tout le scandale parce qu'il a dit, sinon, vous savez, on va détruire votre civilisation. Trump, vous savez, n'est pas vraiment très habile avec les mots. C'est un homme de spectacle et il a des idées très claires sur ce qu'il veut faire. Mais la façon dont il les exprime est parfois délirante.
Et le monde entier est devenu fou quand il a dit qu'il allait détruire leur civilisation. Et vous savez, une demi-journée plus tard, il dit « D'accord, nous allons nous asseoir à la table des négociations. » Mon problème, c'est toujours de savoir qui a le dessus. Maintenant, nous savons que l'Amérique a le dessus et que l'Iran a vraiment été décimé à tous les égards, sauf sur un point. Et ce sont les Iraniens. Parce que pendant que tout cela se passe, c'est très bon pour Israël, c'est très bon pour l'Amérique et pour le reste du monde. Ce n'est pas encore bon pour eux. Je veux dire, ce que nous espérons, encore une fois, c'est que ce n'est pas aux forces extérieures de changer leur régime. Ce n'est pas le cas. Mais nous devions les aider à faciliter cela parce qu'ils étaient désarmés et qu'ils se faisaient abattre. Des dizaines de milliers de personnes ont été abattues et même des blessés à l'hôpital faisaient partie de ces gens assiégés. Et aussi d'ailleurs, des milices venues de l'extérieur, des Afghans et des Pakistanais, sont venus pour aider à tuer les manifestants et à tuer des gens dans les hôpitaux ainsi que leurs familles. Donc, il y a vraiment une réserve vraiment importante parce que Trump a bien dit que de l'aide arrivait et effectivement, de l'aide était en route. Et oui, cela permet, disons, d'affaiblir généralement le régime, ceux qui restent dans le régime, et d'aider le peuple iranien. Le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas d'Internet. Ils n'ont pas d'armes. Et puis, il y avait de l'espoir. J'espérais que peut-être qu'une partie de ce cessez-le-feu de 2 semaines, peut-être qu'en coulisses, ce calme, Pas nous. Le fait de leur tirer dessus était lié à notre tentative de les armer clandestinement. Tant qu'il n'y a pas de missiles qui volent dans toutes les directions pour leur permettre de sortir dans les rues, je ne sais pas, c'est mon fantasme. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Mais il y a un problème sérieux là-bas. Je veux revenir sur ce que tu as dit sur Trump. Il n'est pas très habile avec les mots, mais il dit tout et n'importe quoi comme s'il parlait sans réfléchir. Ce n'est pas logique. J'ai tendance à penser qu'il y a une logique dans ce qu'il fait. Et je pense qu'en disant Une seconde et je te laisse finir. Ce qu'il fait est parfaitement logique. C'est sa formulation, sa grammaire, son orthographe, ses majuscules. Je ne parlais pas de ses intentions. Mais je pense que le message était très calibré. Je pense qu'il parlait au peuple iranien en disant « Nous détruirons la civilisation iranienne ». Il veut qu'ils pensent, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas le choix, qu'il est vraiment ce type à la Maison-Blanche. Il existe une théorie en relations internationales appelée la théorie du fou, selon laquelle les gens pensent que si mon adversaire devient vraiment fou, n'est-ce pas, alors je dois être très prudent. Et en gros, tu sais, ça remonte à Nixon et Kissinger et au bombardement de Hanoï, n'est-ce pas? S'il pense que mon adversaire est sur le point de tout lâcher parce qu'il est en colère, n'est-ce pas? Je pense que c'est seulement à cause de ce langage que les Iraniens ont accepté sans condition d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Du point de vue de l'utilité, je trouve sa déclaration très intelligente. Les gens pensent que Trump s'est énervé et je pense que c'est une colère calculée. C'est un langage dur et réfléchi. Et donc, en fait, quel est le seul test? Est-ce que ça marche? Et jusqu'à présent, ce langage a montré aux Iraniens qu'ils doivent craindre les conséquences s'ils ne se conforment pas sérieusement aux exigences de démanteler leur programme nucléaire. Et ils ne le feront que s'ils craignent que, sinon, l'homme à Washington et l'homme à Jérusalem leur fassent subir des représailles. Et quand vous utilisez un langage comme celui-là, c'est comme un levier. Ça vous sort du fossé, ça vous pousse en avant. Non, tu as raison. C'était le mot civilisation parce que le peuple iranien, c'est eux la civilisation. Et ça donnait l'impression qu'il allait détruire la civilisation perse, pas les mollahs et le régime. C'était ça le problème ici. Et même les Iraniens, d'après ce que je sais des experts iraniens, ont dit que c'est un langage dangereux parce que les Iraniens pensent que ça veut dire leur culture. Non, ce qu'ils voulaient dire, c'est « je vais tous vous détruire ». Et tu as raison, le fou. J'ai compris ça. C'était un malapropisme. Comme je l'ai dit, Trump utilise certains mots sans vraiment savoir. Il n'est pas très doué avec le langage. Il est doué pour faire passer un message parce que c'est un grand showman. Mon point était celui-ci. Mais s'il avait dit qu'on allait vous ramener à l'âge de pierre, le point était que le régime de 1979 ils ont amené l'Iran à l'âge de pierre. D'accord. Et toi, et même toi, tu continues de dire que les Iraniens doivent savoir. Les Iraniens, non, ce ne sont pas les Iraniens. C'est le régime.
C'est le régime et les voyous qui travaillaient pour le régime. C'était leur boulot. Le mot civilisation a tout. Maintenant, j'ai compris qu'il ne voulait pas dire ça. Je veux aller plus loin et soulever un vrai dilemme. Vous dites que les pauvres Iraniens continueront de vivre sous ce régime. Donc, en cas d'impasse sans accord, la guerre d'usure peut continuer, menant soit à une reprise des combats à grande échelle, ce qui est tout à fait possible, soit à une guerre d'usure avec les Iraniens. Cela signifie que les sanctions restent très fortes contre le régime, ce qui veut dire que le régime finira par s'effondrer parce que, vous savez, cela pourrait ne pas être immédiat. Comme mentionné dans ce podcast, entre la guerre de juin dernier et le soulèvement populaire, il s'est écoulé 6 ou 7 mois. Cela pourrait ne pas arriver tout de suite, mais le régime tombera finalement. S'il y a un accord, et soyons francs, disons un très bon accord pour l'Occident, pour Israël, pour les États-Unis, où l'Iran renonce réellement à ses armes nucléaires, et l'uranium enrichi déjà présent en Iran est retiré. Et ils sont très, vous savez, stricts. Les Iraniens exigeront dans le cadre de cela, et il est entendu, oui, cela inclura la fin des sanctions ou la réduction progressive des sanctions. Cela donnera un nouveau souffle au régime parce qu'à partir du moment où les sanctions commencent à être réduites, cela signifie que les gens, vous savez, je veux dire, leur économie est au plus mal, leur monnaie ne vaut rien, n'est-ce pas? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple se soulève, parce que le régime ne peut rien leur offrir. Il y a donc un dilemme. Si vous croyez au changement de régime, vous ne voulez pas la fin des sanctions. D'un autre côté, vous voulez un accord nucléaire et moi, je veux un accord nucléaire. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Pouvons-nous mettre fin une bonne fois pour toutes au programme nucléaire iranien? Il faut payer pour cela, et le prix à payer, ce seront les sanctions. Non, c'est une question. Pas si les troupes américaines interviennent et détruisent ces installations nucléaires souterraines. Je ne sais pas si c'est possible, d'accord? Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, c'est un dilemme parce que nous devons lever les sanctions, sinon nous n'obtiendrons pas d'accord nucléaire. Oubliez le mot accord. Non, nous voulons leur imposer nos choix. Tant pis. D'accord? Comme vous l'avez dit, la diplomatie ne suffit plus. Maintenant que vous êtes là, voilà le souci avec la franchise. Vous ne pensez pas qu'on puisse obtenir un bon accord nucléaire avec ce régime, n'est-ce pas? Aucun accord. Aucun accord. Vous êtes contre tout accord. Non, nous devons entrer là-dedans et retirer le matériel nucléaire. Qu'est-ce que tu veux dire, un accord nucléaire? Ils n'accepteront jamais ça volontairement dans un accord, Marc. Tu dois imposer les choses. Tu dois physiquement les retirer. Tu dois les forcer à sortir. Tu dois les y contraindre. Tania a dit, c'est ça nos objectifs. Et avant tout diplomatiquement. Et ensuite, et le président dit la même chose. Mais diplomatiquement, non, exactement. Mais tu n'as pas à leur donner une récompense. Écoute, même le détroit d'Ormuz, ce qui m'a dérangé. À propos de ça, soudain, c'était devenu excellent. D'accord, ouvrez le détroit d'Ormuz. Et alors, l'Iran va facturer 2 millions de dollars par navire. C'est comme si on leur payait un loyer. Ils ont pris le détroit d'Ormuz en otage et maintenant on paie une rançon en disant « D'accord, très bien. » Et maintenant, ils vont recevoir de l'argent dans leur caisse. C'est vrai. Quelqu'un a dit que l'Amérique et l'Iran partageraient les frais ou un truc du genre. C'est comme un péage. C'est comme ça que l'Iran va gagner de l'argent. C'est leur payer une rançon. C'est scandaleux. D'accord. Et d'ailleurs, ils disent déjà, non, nous allons le fermer. Si Israël bombarde le Hezbollah, nous allons le fermer à nouveau. Non, je le dis. Quand Netanyahou dit qu'il faut éliminer la menace nucléaire, diplomatiquement ou militairement, je ne suis pas en désaccord. Je ne suis simplement pas d'accord avec votre interprétation de ce que signifie diplomatiquement. Diplomatiquement, c'est que la guerre est la diplomatie par d'autres moyens, n'est-ce pas? Je pense simplement que je suis d'accord, mais je crois que vous vous trompez vous-même, et n'importe lequel de nos auditeurs. S'il doit y avoir une bonne solution au programme nucléaire iranien imposé au régime, ils exigeront en retour une forme d'allègement des sanctions. Et cela sera, laissez-moi finir. Oui, Je dirais que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé, car la question nucléaire est la plus grande menace pour le peuple juif et le monde libre. Et que si vous avez la possibilité d'obtenir un accord sérieux, vérifiable et soutenu par la force, en d'autres termes, si nous pouvons, et que vous n'obtenez pas d'allègement tant que, vous savez, comment dire, les 400 kilos d'uranium enrichi ont déjà été retirés. Ils n'obtiennent rien tant que ce n'est pas fait, donc pas de jeu possible. Je dirais, comme Netanyahou l'a dit hier soir, que vous ne pensez tout simplement pas que c'est possible, et peut-être que ce n'est pas possible. Mais tout ce que je dis, d'un point de vue conceptuel, n'est-ce pas?
Penser obtenir un bon accord sans payer le prix des sanctions est, selon moi, une illusion. Mais alors vous condamnez le peuple iranien à rester sous leur joug. C'est le prix. Non. Non, je suis désolée. Le prix, c'est que nous allons sacrifier le peuple iranien pour cela. Donc vous, en tant qu'Israélien, qu'est-ce qui est le plus important? Non. Attendez une minute. Tout est important. Ce serait comme dire cela à propos de Hitler et de l'Holocauste. Je suis désolée. Le sort du peuple iranien importe et il faut savoir quel régime gouverne, car dès qu'ils renflouent leurs caisses, ils peuvent recommencer. Vous dites qu'ils doivent être surveillés. On l'a déjà entendu. D'accord, d'abord. Ruthie. L'Agence internationale de l'énergie atomique, tu sais ce que ça vaut, d'accord? C'est comme l'ONU, l'OTAN et l'Europe. Oh, allez, Tu refuses de le faire ici, et je te mets au défi. vas-y. C'est que tu refuses de hiérarchiser tes objectifs. Tu dis que tout est important. Je veux un changement de régime, mettre fin au programme nucléaire et balistique et une solution au Liban. Selon toi, tout est aussi important. Je dis que l'une des choses pour les gens qui dirigent un gouvernement, c'est de dire « Je ne peux pas tout avoir, j'ai ma liste de souhaits, mais je ne peux pas tout faire et je dois établir des priorités. » Et je dis que la question la plus importante pour Israël, pour l'Amérique, pour ceux dans le monde qui peuvent réfléchir, oui, qui ont un cerveau entre les oreilles, c'est le programme nucléaire iranien. C'est ce que Trump a dit dans ce que tu as lu. Et je dis que si tu peux obtenir une véritable percée sur la question nucléaire, les autres questions sont secondaires. C'est tout ce que je dis. Et tu dois en être conscient. Si tu dis qu'il n'y aura rien avant un changement de régime, tu fermes toute possibilité? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit rien tant qu'il n'y a pas de changement de régime. Et je ne dis pas que toutes les priorités se valent. D'accord. Je dis que dès que tu parles d'un bon accord et que tu dis, eh bien, on ne pourra pas se débarrasser des armes nucléaires sans récompenser ce régime, c'est là que je ne suis pas d'accord. Non, 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 tu ne veux pas récompenser ce régime. Tu veux éliminer ce régime. Tu veux dicter à ce régime. Tu veux dire, c'est nous les patrons et on arrive, on va te regarder le déterrer ou bien on va le déterrer nous-mêmes et te faire exploser pendant qu'on le fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait partie des priorités. Ce n'est pas que, évidemment, le peuple iranien doit choisir ses dirigeants. Ce n'est pas ça le problème. Il faut changer cet état d'esprit. Aurais-tu fait ainsi avec Hitler? On ne négocie pas avec le diable. On dit, on a anéanti cela, détruit leur armée et leurs forces aériennes. Nous avons réalisé maintenant qu'il n'était pas aussi effrayant qu'on l'avait tous cru pendant toutes ces décennies. Tout le monde avait peur de l'Iran. Ce n'est pas le moment de payer une rançon. C'est le moment de dire, d'accord, on est sur le point de vous faire sauter la tête, c'est ce qu'a fait Trump. Tu as raison, c'est à ce moment qu'ils ont rejoint la table des négociations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne dit pas, eh bien, si on ne leur accorde pas un allègement des sanctions, alors ils ne vont pas se conformer. Ce n'est pas ce qu'on fait quand on affirme sa victoire sur le mal. Quand les Américains rencontreront les Iraniens au Pakistan vendredi et samedi prochain, n'est-ce pas? Vance, le vice-président des États-Unis, s'y rendra. Si les Iraniens acceptent de parler du nucléaire, tu ne crois pas que les Américains proposeront d'alléger les sanctions? Ils doivent de bien offrir quelque chose. Tu penses qu'ils vont simplement dicter les conditions, apporter un document américain et dire « Vous signez ici en bas de la page » ? Non. Ce que je dis, ce n'est pas ça. Et je dis que s'ils font ce que tu dis, je serai contrariée. Je n'ai pas dit qu'ils n'allaient pas le faire. Je parle de la façon dont il faut, comme on dit en Israël, se débarrasser de nos schémas de pensée qui nous ont causé tant de problèmes à plusieurs reprises. L'Occident fait ça encore et encore. Et l'Amérique fait partie de l'Occident. Et Trump, avec toute sa bravade, c'est aussi un occidental. C'est un libéral occidental, comme nous tous. En d'autres termes, il n'a pas grandi sous un régime islamiste. Mais je dois dire que c'est mieux qu'il fasse cela plutôt que n'importe quel autre président que je pourrais imaginer. Parce que lorsqu'il utilise toutes ces menaces, au moins il parle un peu plus comme on parle au Moyen-Orient. Nous ignorons ce qui va se passer à la table de négociation. Mais encore une fois, si un accord est conclu, comme vous l'avez dit, il doit être vérifié. Et il y a aussi un problème que nous avons constaté au fil des années. Qui sont les vérificateurs? Les vérificateurs sont toujours des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, qui sont répugnantes, qui finissent par prendre le parti du mal, des forces du mal dans le monde. Vous savez à quel point les gens sont choqués chaque fois que Trump attaque l'OTAN.
Je suis désolée, mais je suis d'accord avec lui. Y a-t-il quelque chose de discutable dans ce qu'il dit? Vous acceptez notre aide, puis au dernier moment, vous refusez. Non, il dit beaucoup de choses vraies. Donc, j'espère et je lui fais confiance pour qu'il ne laisse pas son vice-président compromettre cette attitude. En ce qui concerne ces petits islamistes minables, dictateurs qui n'ont rien à faire sur cette planète, c'est ce que je ressens. Et je ne ressens pas du tout cela envers le peuple iranien. Et je pense qu'il est important de les aider parce qu'un meilleur régime en Iran serait aussi plus sûr pour Israël, la région et le monde. C'est aussi de la realpolitik. Je vous dirai tout de suite qu'un meilleur changement de régime en Iran est bon pour le peuple iranien, bon pour la région, bon pour Israël, bon pour le monde, bon pour les États-Unis, c'est bon pour tout le monde. Avec un régime plus modéré et pragmatique, oui. La question est, et encore une fois, je dis que dans le monde réel, il faut établir des priorités. Et pour moi, Marc Regev, l'accent doit être mis sur la question nucléaire, qui constitue une menace existentielle pour Israël. C'est une menace pour la stabilité mondiale, et ainsi de suite. Je suis d'accord, j'ai de sérieux doutes sur ce régime. Il est kamikaze dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Mais s'il est possible d'obtenir une véritable solution, je parle d'un JCPOA fictif, une vraie solution, que Trump fera appliquer parce que ce type a de bons instincts solides. Si les Iraniens sont prêts à faire un changement qu'ils n'ont pas été prêts à faire jusqu'à présent, je verrai cela comme quelque chose de majeur, et pour cela, je suis prêt. Oui, moi, Marc Regev, je suis prêt à faire des concessions sur d'autres questions. C'est précisément le but. Quand vous le rencontrez, il n'y avait pas de négociation entre Japonais et Américains durant la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique a donné un ordre, une reddition sans condition. Trump ne dit pas cela. Il ne le dit pas car il privilégie aussi ses objectifs, non? Je pense que c'est nécessaire, même si ce n'est pas agréable. Je souhaite un changement de régime, mais je reste réaliste. J'observe les déclarations de Netanyahou et Trump. Et je pense que si les Iraniens prennent vraiment au sérieux la question nucléaire, cela peut se terminer. Parce que je pense que c'est le minimum nécessaire pour mettre fin à cela. S'ils ne le font pas, on retourne au combat. D'accord. Eh bien, nous savons qu'ils ne le font pas. D'accord, parce que c'est tout ce qui leur reste. Nous le savons. C'est comme avec le détroit d'Ormuz. Mon problème, encore une fois, c'est que si on leur retire leur levier, c'est bien ce qu'on vise en détruisant leurs forces aériennes, leur marine, non? Et puis, le détroit d'Ormuz était leur dernier levier. Et il y a une façon de voir les choses. Oh, bien, tu vois, finalement, ils ont même dû abandonner ça. Mais en réalité, non, parce qu'ils vont en tirer de l'argent. Et tu sais que ça, c'est encore, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Ça ne semble tout simplement pas bon. Ça ne semble pas bon. Ce que je veux dire, c'est ceci. Les armes nucléaires sont leur dernier levier. Et encore une fois, c'est comme une prise d'otage. Et tu ne veux pas d'une prise d'otage avec quelqu'un que tu es en train de vaincre. Tu ne veux pas qu'ils disent qu'ils ont l'avantage grâce aux armes nucléaires et qu'ils peuvent te rencontrer maintenant. On peut avoir des cessez-le-feu et on peut dire « Oh non, ça, ce n'est pas satisfaisant. Non, ce n'est pas comme ça. » Je place mes espoirs en président Trump dans ce message sur Truth Social que j'ai lu au début de l'émission à voix haute. Parce que ce qu'il dit, c'est non, ils ne peuvent pas jouer avec nous parce que nous sommes armés et prêts, tu vois. Nous sommes prêts, nos troupes sont prêtes à y retourner. Et je place mes espoirs là-dessus. Mais tu es aussi, et avec ça, on va conclure parce qu'on a eu un bon débat, on a dépassé le temps. Tu places aussi tes espoirs sur le fait que les Iraniens, et tu pourrais bien avoir raison, tu comptes sur le fait que les Iraniens refusent de faire la moindre concession sérieuse sur la question nucléaire, et tu pourrais avoir raison. Non, ils vont mentir. Non, ils pourraient accepter, mais ils mentiront, même s'ils acceptent. Soyons francs. S'ils acceptent, il y aura un accord. Et sur ce, nous allons devoir conclure. D'accord, nous allons conclure. Et d'ici mercredi prochain, nous verrons. Peut-être pas. 2 semaines, la semaine prochaine et mercredi prochain, ce n'est qu'une semaine. Nous verrons. Non, il y aura toujours un cessez-le-feu. À voir. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir comme toujours, Marc. J'ai hâte de vous reparler la semaine prochaine. Pareil.